Bon, je vais répondre directement. Peut-être en préalable, j'aimerais juste faire une petite notation historique en lien avec la remarque de Sinajib. Alors, je voudrais pas me positionner sur un débat normatif. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un débat que je ne concerne pas. Néanmoins, sur le plan positif, si on observe les pays qui ont réussi et qui ont connu un décollage économique, est-ce que la théorie, enfin en tout cas la préconisation que tu formules s'applique? Parce que finalement, ce que tu dis, c'est que un pouvoir centralisé fort est un obstacle ou une contrainte dirimante pour le développement. C'est un peu en substance ton message. La question, on l'a déjà examiné, le rapport justement de 2010. D'accord, ok. Parce que... Très bien. Non, parce que bon, là, il y a eu un développement quand même d'une demi-heure et qui quand même conduit à une conclusion qui est que rien n'est possible si on ne lève pas cette contrainte. Et en fait, empiriquement, je pense que c'est très contestable. Lorsqu'on liste les pays qui ont décollé, on peut le faire, hein, rapidement. La Corée du Sud, c'était le général Park qui a d'ailleurs été assassiné. La Malaisie, c'est Mahathir, c'était pas un grand démocrate. Le Taïwan, Chiang Kai-shek. Le Chili, Pinochet. Singapour, Lee Kuan Yew, non plus pas un très grand démocrate. Le décollage d'Espagne s'est fait sous l'empire de Franco. Le Portugal, Salazar, ainsi de suite. C'est une règle également qui est universelle. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse empiriquement. Je ne me positionne pas sur le plan normatif. Hein. Normativement, je pense que tous, on est plutôt des démocrates, on est pour, etc. etc. Mais sur le plan, faire cette causalité empiriquement n'est pas validée, n'est pas vérifiée historiquement. Alors après, peut-être qu'il y a un point de vue plus nuancé à avoir sur cette question en particulier. Voilà, c'était juste un rappel juste historique sur cette causalité, parce qu'il y a eu un long développement qui, je pense, a saisi beaucoup d'entre nous. Donc je pense que dans ce contexte-là, beaucoup de choses sont possibles. Alors, pour revenir à qu'est-ce qu'il faut faire, ça ne préjuge pas de ce que je pense de la finalité, mais en tout cas sur le plan positif et non pas normatif, je pense que la causalité est questionnable. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais. Non, là c'est un point de vue normatif. Moi, c'est un positif. Je pense que je m'adresse à une audience qualifiée, donc je pense qu'il peut être capable de faire la différence entre le positif et le normatif. Alors, pour revenir à la question de qu'est-ce qu'il faut faire, je crois qu'il y a, il y a la question de l'éducation sur laquelle je vais revenir, parce que c'est l'axe de mon intervention. Mais la question de l'éducation, en fait, illustre je pense, un problème qui est beaucoup plus transversal et qui est beaucoup plus systémique. C'est la question de la sélection, de l'allocation des talents. En fait, dans tous les problèmes qui ont été évoqués, à un certain moment se pose la question on n'arrive pas à tirer des talents dans l'administration, dans l'enseignement, mais c'est également le cas dans l'entrepreneuriat. Il y a toute une littérature académique sur l'allocation des talents et qui place la capacité d'un pays à allouer ses talents vers les activités les plus productives au centre de la capacité de développement à long terme. Et en fait, c'est une grille de lecture qui est extrêmement féconde dans le cas du Maroc. Là où on doit avoir les meilleurs, en général, on attire les moins bons. Par exemple, dans effectivement la haute fonction publique, c'est le cas, mais également, par exemple, dans la politique, clairement, le niveau de la représentation politique aujourd'hui est relativement bas en termes de qualification. Ce n'est pas les meilleurs qui s'orientent vers les carrières politiques, alors que ce n'est pas du tout le cas ailleurs. Ailleurs, c'est des gens plutôt bons qui s'orientent vers la politique. Et la barrière, je crois, enfin, une piste de réflexion, je pense, je la soumets à votre sagacité, mais je crois que c'est la langue, parce qu'il y a une identité entre le français et le niveau de qualification et d'expertise technique. Dans l'entreprise, où on requiert des experts, enfin des gens qualifiés, la langue dominante, c'est le français. Dans la politique, c'est l'arabe. Et donc, il y a une sorte de frontière comme ça, linguistique, entre la politique et le monde privé. Et donc, ceux qui vont vers la politique, il y a une sorte de biais de sélection. Ce sont plutôt des gens qui maîtrisent l'arabe. Et je pense beaucoup de gens qui ont une vocation, qui pourraient avoir une vocation pour l'intérêt général, n'y vont pas en raison de cette barrière politique. De cette barrière, il y a effectivement
dimension pécuniaire qui a été évoquée, qui est certaine, mais en tout cas pour le cas par exemple d'une représentation parlementaire, je pense que plutôt bien les émoluments sont suffisants. Enfin, bon. Mais on a un cas ou deux qui transgresse cette règle, mais la règle je pense elle s'applique à un niveau général. Quand on regarde l'entrepreneuriat, je suis en train de mener des travaux, là je suis en train de digresser sur le sujet, enfin de détourner un peu de mon sujet de prédilection qui est l'éducation, mais je vais y revenir rapidement. Alors, dans l'entrepreneuriat, c'est la même histoire. En fait, on peut avoir l'intuition qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait de hautes études. C'est quelqu'un qui, par exemple, on a le modèle de Shelby en tête, qui est effectivement le self-made man, qui s'est fait lui-même, qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui a réussi, qui a construit, disons, un grand groupe. Et on peut penser aussi qu'ailleurs, ça se passe comme ça. En fait, empiriquement, c'est faux. Les capitaines d'industrie, les grands entrepreneurs, c'est des gens en général, enfin en grande majorité, qui font partie de l'élite académique et sociale d'un pays. J'ai regardé de manière systématique les 100 plus grandes startups dans le monde et sans exception, tous sont issus de grandes universités américaines. J'ai fait aussi l'exercice sur le cas de la France, c'est pareil. Et au Maroc, c'est pareil. C'est-à-dire lorsqu'on regarde les grandes entreprises qui ont été construites ces 20 dernières années, HPS, Omnidata, Outsourcia, Intelsia, etc., tous sans exception ont fait des grandes écoles. Mais littéralement des grandes écoles. C'est-à-dire on n'est pas dans le groupe 2, on est dans le groupe 1. Il y a du Central, du Télécom Paris, etc. Et du coup, donc, ça m'a interpellé, et comme je m'intéresse aux startups, on s'est rendu compte qu'en fait, la dynamique entrepreneuriale au Maroc est extrêmement faible, c'est mesuré. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a 6% des Marocains qui ont un projet entrepreneurial ou qui sont impliqués dans l'entrepreneuriat. C'est une enquête auprès des ménages réalisée par Global Entrepreneurship Monitor, et faite sur 2016 et qui est faite sur un certain nombre de pays. On est le dernier dans le monde, hein, dans l'échantillon. Et par ailleurs, sur les startups, il y a un classement de Forbes qui a été fait sur les 100 premières startups arabes. Il y a une seule startup marocaine qui est Emizet, donc en fonction des levées, mais qui est un très bon indicateur en fait du dynamisme de l'écosystème, enfin, du tissu de startups. Donc on a une seule entreprise dans le classement, il y en a 5 palestiniennes, hein, pour donner un point de comparaison. Donc il y a une problématique effectivement de dynamique entrepreneuriale. Et lorsqu'on creuse, en fait on s'aperçoit que... alors et du coup j'ai essayé de creuser cette question en utilisant de manière un peu créative les données de LinkedIn, parce que c'est des données ouvertes et on peut savoir la destination professionnelle des diplômés de toutes les écoles du monde. Évidemment, qui sont inscrits sur LinkedIn, mais c'est le cas de la plupart des professionnels plutôt qualifiés. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a un festilisé mondial qui est assez étonnant, c'est qu'à peu près 10% des diplômés des grandes écoles, grandes universités américaines, grandes écoles françaises, ou de façon de manière générale des autres pays, s'orientent vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire si on prend par exemple Harvard, il y a 10% des diplômés d'Harvard, toutes branches confondues, c'est-à-dire ça comprend les médecins, les lawyers, enfin de tout, qui s'orientent vers l'entrepreneuriat. Les États-Unis se distinguent, ils sont au-dessus de tous les autres pays. Quand on regarde par exemple le cas de la France, il y a une hiérarchie entre les écoles. Plus l'école est cotée, et plus le taux d'entrepreneuriat est élevé. HEC vient en premier, ensuite le SCP, etc. Et dans les écoles d'ingénieurs, Polytechnique, dont on a un brillant représentant, et première école qui donc fournit des entrepreneurs à l'économie française. C'est 8% des polytechniciens qui sont entrepreneurs. Alors j'ai fait l'exercice sur le Maroc. Alors le cas du Maroc, en fait, on est à 1%. Donc lorsqu'on regarde l'EMI, le NCG, l'ISCAE, etc., on est à 1% des diplômés des grandes écoles qui s'orientent vers l'entrepreneuriat. L'école qui produit le plus d'entrepreneurs au Maroc, en proportion, c'est Akhawaïn, on est à 3%. Voilà. Donc il y a très clairement un arbitrage qui est fait contre l'entrepreneuriat par l'élite en faveur du salariat. Alors il y a un chiffre assez cocasse. On compte 250 diplômés d'HEC au Maroc, déclarés sur LinkedIn, qui sont aujourd'hui actuellement vivants au Maroc. Il y en a 30 qui opèrent dans l'entrepreneuriat. Donc là, on a des taux qui sont similaires aux taux français, dont la moitié, c'est dans des entreprises familiales. Il y a 35 diplômés d'HEC qui travaillent à l'OCP. Donc il y a plus de diplômés d'HEC Paris qui sont à l'OCP en tant que salariés que d'entrepreneurs au Maroc. Donc il y a une pompe aspirante en fait, qui est exercée par les grandes entreprises. Et en fait, il y a un arbitrage systématique en faveur du salariat, en défaveur de l'entrepreneuriat. C'est un problème absolument abyssal, d'une importance cruciale. Je pense que ça détermine
toute la dynamique de diversification qui a été évoquée, parce que c'est ces gens-là qui vont aller découvrir de nouveaux produits et construire des business models. Alors ça c'est l'exemple de l'entrepreneuriat, je reviens à l'éducation. Le cas de l'éducation, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que l'éducation aujourd'hui, depuis le primaire jusqu'au supérieur, attire des gens qui y vont plutôt par défaut que par choix. Donc le diagnostic fondamental à poser sur l'éducation, d'abord il faut éliminer pas mal de choses. Lorsqu'on parle d'éducation, la première réaction qu'on a, c'est très complexe. Alors c'est vrai que tout le monde est d'accord pour réformer l'éducation. Par contre, je pense qu'il y a peu de consensus sur les priorités. En fait, c'est pas que je crois, je suis sûr, parce que ça fait 3 ans que je débat avec des gens qui sont très informés et très docs dans le sujet. Il y a peu de consensus sur ce qu'il faut faire. Certains attribuent les problèmes au programme. Les programmes sont lourds, etc. D'autres à la philosophie des programmes. On favorise l'apprentissage par cœur plutôt que l'esprit critique. Certaines personnes, alors ça a été évoqué, évoquent, et je pense à juste titre, la question de la fracture linguistique. On a 2 grandes ruptures linguistiques, Darija, arabe classique au niveau du début du primaire, et ensuite arabe-français au moment du passage en supérieur. D'autres évoquent la question de la taille des classes. Lorsqu'on parle avec des profs, ils se plaignent de taille pour essayer de réduire tous ces facteurs à un seul facteur unique. Alors s'il fallait agir sur quelque chose, ce serait celui-ci. C'est le niveau des enseignants. Et en fait, ça, c'est lié simplement à un consensus dans la littérature internationale. Aujourd'hui, après 40 ans ou 50 ans de recherche en sciences éducatives, le résultat de milliers d'études, c'est que le facteur le plus déterminant pour le niveau d'un enfant, c'est le niveau de l'enseignant. Et alors, moi, j'ai fait une enquête de terrain auprès d'une centaine d'instituteurs et j'ai été frappé par le niveau des enseignants. En fait, c'est souvent des anciens mauvais élèves. Lorsque je posais la question de la mention au bac, la plupart n'avaient pas de mention. Ce qui les met dans les 30% les plus faibles au bac, parce qu'en fait, il y a à peine 30% qui n'ont pas de mention. Et ensuite, au fil de la discussion, on comprend qu'en fait, ils sont là par défaut, que c'est des anciens chômeurs, etc. Bon, pas tous, évidemment. Il y a encore peut-être une minorité qui fait ça par vocation et qui est bien qualifiée. Mais majoritairement, c'est des mauvais élèves. Ou d'anciens mauvais élèves. Alors, j'ai écrit un article il y a 3 ans sur ce sujet. Ça m'a valu pas mal de remises en cause, parce que j'avais pas, à part mon enquête, de données empiriques qui fondent le diagnostic. Le mois dernier, j'ai été secouru par une enquête de la Banque mondiale faite avec l'ONDH, qui s'appelle SDI, et qui pour le coup a évalué le niveau des enseignants. Et là, aujourd'hui, on a la preuve empirique que le problème de l'éducation au Maroc, il ne faut pas chercher plus loin, c'est le problème de la sélection des enseignants. Pas que la sélection, formation, gestion de carrière, évaluation. Mais fondamentalement, c'est l'enseignant. Alors je vais vous résumer, parce que c'est tellement important je pense que j'invite tout le monde à aller sur le site de l'ONDH et de regarder cette étude. C'est édifiant. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à réfléchir à ça, et on voit ça, je pense qu'on ne peut plus réfléchir à autre chose. Et tous les sujets paraissent secondaires, superfétatoires. Que nous dit cette étude ? Ils ont donné à des enseignants de primaire des copies fictives d'élèves âgés de 10 ans. C'est donc en arabe, français et mathématiques. Donc c'est des copies fictives qui sont truffées d'erreurs. Et les experts considèrent, c'est une enquête qui a été faite sur une vingtaine de pays, ils considèrent qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui est capable de détecter 80% des erreurs. En mathématiques, c'est des opérations de base, division, multiplication à 2 chiffres. Les enseignants, en moyenne, ont pu détecter 70% des erreurs. Pardon, il y a 70% des enseignants qui ont détecté plus de 80% des erreurs. Donc on peut estimer qu'il y a 70% des enseignants du primaire qui ont un niveau en mathématiques suffisant. 70%. C'est-à-dire qu'il y a 30% d'enseignants du primaire qui n'ont pas pu faire ou corriger des divisions à 2 chiffres. En arabe, à votre avis, c'est combien ? Juste dites un chiffre. Je sais pas. Ali. 40. 4%. Donc l'étude est en ligne. En français, 4% des enseignants de primaire en arabe ont été capables de détecter 80% des erreurs. En niveau, en gros. En niveau en arabe. Des enseignants, pas les élèves. Non, je parle des enseignants, mais c'est pour ça que... voilà. Et en français, vous dites combien ? C'est 0%.
C'est 0%. Alors, ce qui est extrêmement saisissant, c'est que, alors les données sont en ligne, hein, vous pouvez regarder. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde dans le détail, en général, les profs ont bien corrigé les exercices de grammaire. Mais dès qu'il s'agit de corriger une composition, où il y a des erreurs de formulation, d'expression, etc., là, en fait, ils ne font pas la différence entre une phrase bien formulée et une phrase qui ne respecte pas la syntaxe. Ils ne font pas de différence, ni en arabe, ni en français. Ça commence là. Enfin, voilà. Donc moi j'ai été conforté dans mon intuition, parce que j'ai écrit un article qui est d'ailleurs dans le net, qui a fait pas mal de buzz sur ce sujet-là, et bon, je prêchais un peu dans le désert, mais là du coup je pense que c'est établi, voilà, c'est prouvé, il y a ce problème. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les enseignants du privé et du public ont exactement les mêmes scores, hein. C'est indifférencié, il n'y a pas de différence. En revanche, les élèves du privé ont des scores beaucoup plus élevés que les élèves du public, dans tous les domaines, en raison des parents. Donc en fait, ce que ça mesure, c'est l'origine sociale. Donc aujourd'hui, l'école, dont la mission fondamentale doit être... Je m'excuse, je t'interromps. Il y avait aussi dans une enquête qui était faite par le SMIT, ou le truc d'éducation, l'instance d'éducation, sur le facteur discriminant qui permettait de distinguer la réussite scolaire entre les élèves de l'école privée et de l'école publique. C'était corrélé à la maîtrise de la langue française. Oui, alors je reviens sur ce sujet, ce qui est fondamental. L'écart le plus élevé, ça concerne... Alors, en arabe, les élèves du privé sont un peu meilleurs que le public, mais pas tant que ça. Enfin, je veux dire, c'est assez étal, ça se compare. Mais il y a deux matières dans lesquelles en fait, les écarts sont très grands, c'est le français et les maths. Les maths également. Mais le français, c'est abyssal. La différence est abyssale, c'est le triple. En maths, ils ont le double, les élèves du privé ont le double du score des élèves du public en maths, et en français, c'est 3 fois. Donc la discrimination sociale, elle se fait là-dessus. Et donc un enfant qu'on met dans un canal public, en fait, pour le dire simplement, on le conduit à l'abattage. Il ne va pas maîtriser le français, il ne va pas maîtriser les maths, il aura des difficultés en lecture, donc d'acquisition du savoir, et il aura un niveau d'arabe très faible. Donc de rapport à l'apprentissage et à la connaissance qui va être problématique. Donc il va souffrir. Il sera instituteur. Et il sera, alors, dans le meilleur des cas, instituteur. Dans le pire des cas, il risque d'être même professeur des universités. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, parce que voilà, forcément, il y a une capillarité. Donc le problème est tellement central, lorsqu'on voit ça, on ne peut plus penser à autre chose. Parce que ça, c'est la fabrique du futur. Vous avez 600 000 enfants qui commencent l'école primaire chaque année, dont 500 000 commencent dans l'école publique et 100 000 dans l'école privée. Donc, je veux dire, on a encore 85% des effectifs du primaire qui sont dans le public. Et là, c'est une question de mobilité sociale, c'est-à-dire que l'école... Ce qui est très intéressant également dans cette étude, c'est que le fait d'avoir un bon enseignant n'a pas d'impact sur le niveau des enfants dans le privé. Les très bons enseignants et les mauvais enseignants ont à peu près le même outcome en termes de résultats scolaires au niveau de l'impact sur les enfants. C'est les familles qui déterminent tout. En revanche, dans le public, c'est déterminant. Donc les bons profs ont un impact déterminant sur le niveau des enfants. Donc l'école, c'est le lieu de la réduction des inégalités sociales et le lieu de la mobilité sociale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense que la première chose, c'est qu'il y a une décision à prendre, que j'appelle la décision du siècle. Je pense qu'il n'y a pas d'autre décision plus profonde qui porte plus à conséquence que celle de dire on va attirer les meilleurs de leur génération vers l'enseignement à tous les niveaux, du primaire jusqu'au secondaire. Une petite parenthèse rapide, mais Simouline, comme vous êtes diplômé, le plus diplômé d'entre nous, je crois, je pense qu'il y a un stock aujourd'hui au Maroc d'à peu près 200 polytechniciens. 500, tabarakallah. Alors là, l'étranger, d'accord. Peut-être au Maroc, on serait à 250, 300. Combien, aujourd'hui, sont face à des enseignants, à des élèves, en train de leur enseigner leur savoir, leur maîtrise en mathématiques, en physique, etc. À votre avis ? 0. Très bien, voilà. Donc là, on a effectivement... Et lorsqu'on regarde vos camarades français, je pense 20% à 30% ont fait de la recherche ou de l'enseignement. Donc ça, c'est les statistiques qu'on a. Et quand on est diplômé de Harvard, par exemple, on est sur les mêmes taux d'enseignement. C'est-à-dire que en France, les meilleurs de leur génération font normal sup. Ils deviennent enseignants.
Donc les meilleurs de leur génération, normalement, doivent aller vers l'enseignement. Quand ils sont extrêmement bons, c'est vers la recherche et le supérieur. Quand ils sont bons, c'est vers les métiers d'instituteur ou du secondaire. En Corée, à Singapour, en Finlande, le taux de sélection pour devenir instituteur, c'est le top 5% au bac. Ça c'est documenté, on le sait. En Corée, c'est pareil, top 5% au bac. C'est-à-dire que c'est un niveau de sélectivité qui est égal à une grande école. Alors chez nous, bon, j'aurais trop d'histoires à raconter, mais en gros, l'arbitrage aujourd'hui, chez un jeune, c'est policier ou instituteur. Et l'arbitrage est souvent remporté par la fonction de policier. 5300 dirhams en début de carrière, 4700 pour un licencié instituteur avec une affectation géographique très, très difficile au début, très peu d'accompagnement, une stigmatisation sociale, et en plus il est contractuel. Alors, donc pour revenir à la piste de solution, parce que je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, il faut prendre cette décision. Et à partir de là, il faut combattre 3 idées reçues. La première idée, c'est que finalement, on peut confier cette fonction à n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, c'est une idée qui est profondément enracinée. Ouais, l'IM, c'est facile. La livre, tiens, bon. Adolescence, c'est déjà. Avant, ils avaient à peine le bac. Donc ça, il faut tordre le cou à ce mythe-là, à cette idée reçue. Les enseignants sont des gens qui doivent être brillants. Il faut gérer les 24 000 qu'on a recrutés au mois d'août. Alors, deuxième idée reçue, ceux qu'on a aujourd'hui sont récupérables. Ils sont récupérables peut-être à 20-30%. Troisième idée, on dépense déjà beaucoup pour l'éducation. Et que, comment on va faire? C'est pas possible, on a atteint le plafond. Donc là, je reviens à une idée d'un ancien, moi je suis beaucoup cité Harvard, je ne sais pas en te regardant, mais un ancien dean de Harvard qui disait si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est l'expérimentation qu'on est en train de faire. Donc la dépense publique doit se mesurer au rendement, pas au coût. Il faut dire qu'est-ce que j'obtiens en scénario haute qualité éducative et en scénario basse qualité éducative. Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter les dépenses publiques pour ça? Donc il faut penser au rendement de la dépense, pas à simplement son coût facial. Alors, là, on a une opportunité historique. Il y a une pyramide déjà qui est très vieillissante. On a des départs de 20 à 25 000 enseignants chaque année. Donc le corps enseignant, c'est 250 000 sur le fondamental. Donc on a beaucoup de départs à la retraite. Si on remplaçait les partants par des enseignants de très haute qualité, en fait, on pourrait renouveler en 15 ans, 10-15 ans, on renouvellerait quasiment le stock, en grande majorité, à plus de 70%. Donc on a un taux de départ de 10% aujourd'hui par an. Même plus, 15%. Donc, ce qui a été fait aujourd'hui, c'est de dire, on va recruter des contractuels. Bon, ça s'est fait dans des conditions un peu difficiles. Ils n'ont pas beaucoup de formation. Ceux qui ont été recrutés en juin n'ont pas eu de formation du tout. Ils ont commencé leur classe, ils ont pris leur classe en septembre sans formation. Ils leur font de la formation à distance. Donc ils ont pris des enfants pour les faire entrer dans la lecture sans formation. Donc ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut prendre cette décision de dire désormais, on va confier nos enfants à nos meilleurs éléments. Voilà, tout simplement. Si on veut que ces enfants qui sont les producteurs, les penseurs, les médecins du futur, les ingénieurs du futur, ou simplement le citoyen du futur, il faut l'exposer à ce qu'il y a de mieux. La question linguistique, je reviens, est un facteur pénalisant, mais ça renforce l'importance d'avoir des profs de qualité qui maîtrisent les langues. En fait, ça ne fait que renforcer cette nécessité. Ce n'est pas une fatalité. Un pays comme le Vietnam a ce problème de fracture linguistique. Le Viet n'est pas parlé par l'essentiel de la population. Néanmoins, dans le test PISA, ils sont devant la France. Le Vietnam est devant la France en termes de qualité éducative. Ils sont à 515, la France est à 500, je crois, 502. Donc le Vietnam est au-dessus de la France. Donc c'est pas une fatalité. Il faut avoir de très bons profs. Ça nous met une barre d'exigence supérieure. Il faut dire, désormais, on va mettre en place il y a trois leviers d'action. Il faut mettre en place une procédure de sélection extrêmement exigeante. C'est-à-dire que ne peuvent entrer dans la fonction enseignante que des gens qui ont par exemple des mentions bien. Il y en a 40 000 par an au Maroc chaque année, plus un concours, plus des tests, etc. Il faut les prendre ensuite, donc ça c'est la sélection, mais ça veut dire qu'il faut bien les payer.
Un salaire à 4700 dirhams n'est pas attractif. Il faut les payer à partir de 6000, 7000, 8000 dirhams. Il faut créer probablement un échelon ou 2 échelons supplémentaires dans la fonction enseignante et ouvrir la possibilité aux enseignants existants qui sont là de pouvoir concourir pour ces nouveaux échelons. Parce qu'il y a une question de gestion du changement. Il faut traiter le flux mais aussi le stock. Mais il faut que le concours soit extrêmement exigeant pour leur ouvrir la porte. Parce que si on dit, voilà, il y a un nouveau statut pour les entrants et rien pour le stock, là, ça passe pas. C'est impossible. Il faut ouvrir une porte pour le stock, pour leur dire, voilà, il y a un nouveau statut, enfin un nouvel échelon pour ne pas bousculer les choses, ou 2 nouveaux échelons, pour les enseignants existants. Si vous êtes au niveau, passez les concours, et vous aurez Tcharqiya Dialkom. Et là, vous serez super bien payé, avec un chemin de carrière extrêmement attractif. Donc le premier, c'est la sélection, la rémunération. Deuxièmement, il faut une formation. Il faut changer le modèle de formation. Aujourd'hui, on a un système de formation en centre, bon, qui fonctionne plus ou moins bien. Donc aujourd'hui, pour être instituteur, il faut avoir une licence et passer 1 an en centre de formation, les CERMEF. Alors en fait, c'est pas ce qui se fait de mieux dans le monde en termes de comparatif. Les systèmes les plus efficaces, c'est des systèmes qui prennent les élèves après le bac. Un peu comme en médecine, et il faut penser à un système comme un résidenat de médecine, c'est ce qui existe dans les pays performants. Donc il faut les prendre après le bac pour une raison simple, c'est que si on les prend après la licence, l'enseignement devient un choix négatif. Il faut que ce soit un choix positif. Donc pour avoir les meilleurs, il faut les mettre dans un canal de métier de l'enseignement dès le bac, et pour ça il faut des facultés de sciences éducatives, où à la fois on va faire de l'enseignement théorique, et puis aussi on va les mettre en stage avec des profs très compétents dans les classes. Donc comme le résidenat en médecine, en fait le médecin apprend en regardant un maître. Et l'enseignement, c'est un métier. Donc il faut mettre au contact les élèves durablement avec un maître. Ensuite, finalement, il y a une question de gestion de carrière. En fait, il faut leur ouvrir des possibilités d'évolution qui sont sans limite. Si on veut avoir les meilleurs, ils ne vont pas se limiter. Aujourd'hui, un instituteur commence à 4700, après il a Tcharqiya Loula, il est à 6000, ensuite Tcharqiya Tchania, il finit sa carrière à 10 000 dirhams. C'est pas une perspective enthousiasmante pour un jeune qui est diplômé de l'UNCG ou là, qui a des alternatives par ailleurs. Il faut qu'il y ait un parcours de carrière qui soit sans limite. Les meilleurs peuvent aller très loin, peuvent devenir professeurs d'université, agrégés, je sais pas, et créer des fonctions des filières spécialistes, des filières d'experts, où il y ait des possibilités d'évolution en fonction bien sûr de leur évaluation. Voilà. Tout ça va coûter en régime de croisière à peu près 2 points du PIB. Donc c'est ce que j'ai compté, donc à peu près 20 milliards de dirhams. Donc c'est ajouté 2 points, c'est un tiers à peu près de plus dans le budget d'éducation nationale. Donc c'est pas insurmontable, c'est une décision de réallocation très importante, significative à long terme. Donc ça commencerait pas, parce que comme il y a donc les nouveaux venus, c'est mettons 20 000 par an, donc le temps de renouveler tout le stock, ça prendra, disons, 20 ans. Donc en régime de croisière, on est à 2 points de PIB. Si on veut offrir des salaires très intéressants. Donc par exemple 7 000 dirhams à l'entrée, avec une évolution importante. Et même j'ai inclus dans le calcul un système de bourse pour les étudiants stagiaires. L'idée c'est quasiment d'attirer avec une carotte financière. Vous êtes plutôt de choisir architecture, médecine, vous venez, on vous paye et vous enseignez. Vous faites du soutien scolaire, etc. Voilà. Il y a un problème faculté. Bon, ça, je n'ai pas le temps de discuter, mais aujourd'hui, on a 12 000 enseignants dans le supérieur, 13 000 enseignants dans le supérieur, 800 000 élèves. Donc il y a un enseignant pour 70 élèves. En France, ils sont à 1 pour 17 et ils crient au scandale. Voilà, pour vous dire. Voilà. Donc, bon. Voilà. Donc je pense que si vous avez des questions sur les détails, je suis prêt à répondre. Non, mais je pense qu'au niveau de... Tu n'as pas répondu à la question. Laquelle? Désolé, qui décide de ça? Mais j'ai dit. Qui va décider? Le décideur.